ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quels sont, selon vous, les enjeux géopolitiques qui expliquent le recul de la tension internationale pour la cause palestinienne et pour certainement la situation actuelle, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie occupée? Certainement, les retombées désastreuses, soit sur le plan stratégique, le plan de sécurité de plusieurs pays au Moyen-Orient, soit les retombées sur le marché de l'énergie. Alors tout ça explique pourquoi les gens se centrent maintenant sur la situation dans le Golfe et cette guerre entre les Américains et les Iraniens. Et tout le monde pose la question quand est-ce que cette guerre mettra fin. Mais ceci dit, ça ne justifie pas l'abandon ni la négligence de suivre les développements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. En fait, à mon avis personnel, une des raisons pour lesquelles le Premier ministre israélien et son ministre de Défense qui a dit l'autre jour qu'il n'y a pas une date fixe pour mettre fin à cette guerre. Je crois qu'une cause principale, c'est de tirer l'attention du monde entier loin vers le Golfe, vers cette guerre contre les Iraniens. Oui. Et il y a une certaine division de travail entre le Premier ministre israélien d'un côté et le ministre des Finances et le ministre de la Sécurité nationale. C'est cette division, dans ce contexte-là, le porte-parole d'Israël à propos de la guerre en Iran, c'est le Premier ministre. Oui. Mais de l'autre côté, les autres deux ministres travaillent quotidiennement sur la bande de Gaza et principalement sur la Cisjordanie. Oui. Et je crois que une fois cette guerre terminée, ça ne serait pas une surprise si les mesures prises par le gouvernement israélien ne sont pas de facto, ne sont pas du fait une annexion de la Cisjordanie. Quel rôle jouent les organisations internationales, que ce soit l'ONU, l'Union européenne, dans le contexte actuel de la crise palestinienne? Depuis le 7 octobre 2023, oui. Je ne pense pas que les Nations Unies ont joué un rôle significatif pour vraiment venir à l'aide du peuple palestinien. Oui, et les fois, c'était 2 ou 3 fois durant ces 2 années et demie que le Conseil de sécurité a parlé ou a demandé un cessez-le-feu, c'était à cause d'une initiative de la part des Américains. Et l'exemple, c'est la résolution du Conseil de sécurité 2803 qui a été adoptée le 17 novembre 2025. C'est une résolution qui a été proposée par les Américains. Et comme vous vous souvenez, ça a été adopté par 14 voix et l'abstention de la Russie. Alors, et hier, pour vous donner un exemple comment
les Nations Unies ont été fragilisées et ont été mises de côté en ce qui concerne la cause palestinienne. Hier, le Conseil de sécurité a adopté une résolution vraiment surprenante. Cette résolution condamne les attaques et les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. Mais je ne me souviens pas que malgré le fait qu'Israël a assassiné, a tué plus de 70 000 Palestiniens, 70 000 êtres humains, et je ne parle pas des blessés, et la destruction massive de la bande de Gaza. Et j'ajoute, ces politiques pour annexer la Cisjordanie, je ne me souviens pas que le Conseil de sécurité a condamné l'agression israélienne contre les Palestiniens. Oui. Alors, ça c'est un exemple qui montre l'inefficacité des Nations Unies en ce qui concerne la cause palestinienne. Et comme vous avez suivi les mesures prises par les Israéliens contre l'UNRWA, et même fermer le siège d'une agence onusienne, et personne n'a pris des mesures contre le gouvernement israélien. Alors moi personnellement, je ne compte pas sur les Nations Unies en ce qui concerne la cause palestinienne. Tout dépend des Palestiniens, des pays arabes, des pays islamiques. Comment gérer la cause palestinienne une fois cette guerre contre l'Iran est terminée. Okay. Alors, quelle est la situation humanitaire sur le terrain, accès à l'eau ou à la nourriture et à l'électricité et aux soins dans la bande de Gaza? Non, certainement, la situation humanitaire est désastreuse et va contre le droit international et le droit international humanitaire. Et moi, personnellement, je crois qu'Israël fait ça exprès pour chasser les Palestiniens de leur terre. La situation s'empire et Israël fait de son mieux de réduire l'acheminement de l'assistance humanitaire, particulièrement alimentaire, pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. Oui. Est-ce que vous pensez que la guerre actuelle pourrait-elle modifier la dynamique du conflit israélo-palestinien? Je crois que oui, dans le sens négatif. Oui. C'est-à-dire que cette guerre, avec cette férocité, a un objectif principal. C'est préparer le terrain à la délimitation définitive des frontières internationales d'Israël. Comme vous le savez, Israël est le seul État membre des Nations Unies qui n'a pas, depuis son établissement jusqu'à aujourd'hui, n'a pas des frontières reconnues. Il n'y a pas de frontières fixes. Et moi, je pense qu'un objectif principal de cette guerre est une fois terminée, est de tracer ces frontières définitives d'Israël. Et comme vous le savez, maintenant, Israël est en train d'établir des zones, dites zones pour sécuriser Israël au sud Liban et dans le sud-ouest de la Syrie et
dans la Cisjordanie. Et je pense on doit se préparer. On doit se préparer au jour où les Israéliens, avec un soutien de la part des Américains, qui va annoncer que voilà mes frontières, et malheureusement, les Américains seraient les premiers à reconnaître ces frontières, à l'instar de la reconnaissance de M. Trump et de son administration lors de son premier mandat de la souveraineté, entre guillemets, de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Alors voilà un précédent auquel aucun pays arabe a pris ou a fait une réaction. Oui. Comme si c'était normal, et je pense, on va voir encore en ce qui concerne principalement la Cisjordanie, et quelles seraient les réactions des pays arabes, soit les pays arabes qui ont signé des accords de paix avec Israël, ou ces pays qui sont en train de réfléchir, de considérer, de suivre de tels pays. Alors, aucune réaction, mais certainement on ne doit pas désespérer, on doit toujours soutenir le combat, la lutte des Palestiniens pour obtenir un État qui, selon un État. On parle toujours, du point de vue des pays arabes, on parle toujours de la solution de 2 États. Oui. Mais on ne parle jamais de mettre fin à l'occupation. Il y a une occupation. On doit mettre l'accent sur le fait qu'Israël est une puissance qui occupe des terres qui n'appartiennent pas à Israël. Selon vous, quelles sont les perspectives à moyen terme pour la Palestine si le conflit se poursuit, le conflit contre l'Iran? Je crois que on va suivre les mêmes images. Les Israéliens vont continuer leur politique en Cisjordanie, et dans la bande de Gaza, ils ont leur propre plan pour la reconstruction. Les Américains eux-mêmes ont parlé des plans de leur pour la reconstruction, et même les Américains ont accepté le fait qu'Israël a droit à établir une zone de sécurité aux dépens de l'intégrité territoriale de la bande de Gaza. Et voilà ce que j'attends dans les prochains jours. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Hassan Hariri, je tiens à vous remercier pour vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent, nous passons à notre troisième axe de cette couverture spéciale. Dans un contexte international marqué par la montée des tensions géopolitiques et la multiplication des crises régionales, l'économie mondiale traverse une période d'incertitude et de forte volatilité. Les conflits et les tensions politiques dans plusieurs régions du monde ont des répercussions directes sur la stabilité économique et financière internationale. Pour plus de détails, voici un commentaire. Dans un contexte international marqué par la montée des tensions géopolitiques et la multiplication des crises régionales, l'économie mondiale traverse une période d'incertitude et de forte volatilité. Les conflits et les tensions politiques dans plusieurs régions du monde ont des répercussions directes sur la stabilité économique et financière internationale. Parmi les premières conséquences de ces crises figure la hausse des prix de l'énergie, les craintes liées à une éventuelle perturbation de l'approvisionnement en pétrole et en gaz dans certaines zones stratégiques entraînent souvent une augmentation rapide des prix sur les marchés mondiaux. Cette situation se répercute directement sur les coûts de production et de transport, contribuant ainsi à l'augmentation des prix des biens
et des services dans de nombreux pays. Parallèlement, les marchés financiers internationaux connaissent des périodes d'instabilité. Face à l'incertitude économique et politique, de nombreux investisseurs adoptent une attitude de prudence et se tournent vers des valeurs considérées comme plus sûres, telles que l'or. Dans le même temps, plusieurs bourses mondiales enregistrent de fluctuations notables. Pour faire face à ces défis, les gouvernements et les banques